Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence Anticiper pour réussir dans son job avec Sophie Mufang, auteure de 100 outils pour réussir dans votre job, publié aux éditions ESF Sciences Humaines. Bonjour Sophie et bonjour Sophie Couraud aussi, directrice des éditions ESF Sciences Humaines, qui nous fera une courte introduction pour nous présenter la maison d'édition, notre collection et bien sûr l'ouvrage de Sophie Mufang. Bienvenue à tous. Si vous voulez poser des questions pendant l'événement, n'hésitez pas à les poser. Il y a un onglet questions destiné à ça, donc n'hésitez pas à intervenir durant l'échange. On prendra le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Sophie, je te laisse la parole pour présenter la maison. Merci. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'accueillir Sophie Mufang avec nous pour ce webinaire qui est autrice de 100 outils pour réussir dans votre job et qui est sorti il y a quelques jours en librairie. Donc, comme vous le savez, ESF Sciences Humaines, nous publions depuis de nombreuses années maintenant des ouvrages en management, efficacité professionnelle. Et ce qui nous a tout de suite emballé, Carole Fossati, qui est la responsable éditoriale, et moi dans le projet de Sophie Mufang, c'est sa volonté de proposer un livre qui est très original dans sa forme et qui est conçu véritablement comme un guide d'empowerment pour tous. On sent vraiment dans la présentation et dans les contenus et dans la multitude, la boîte à outils de tous les exercices que Sophie présente et propose dans son livre, qu'elle a un vrai background, comme on dit en bon français, d'accompagnement et de coach de nombreux managers. Donc la promesse de ce livre, et c'est ce que je trouve très fort, c'est d'être accompagné, d'être un livre qui nous coach et qui nous guide dans les 10 étapes les plus déterminantes de sa carrière. Et Sophie aura l'occasion de nous les présenter, de nous expliquer pourquoi ces 10 étapes-là sont les plus significatives. C'est un livre qui est vraiment bourré de conseils, d'exercices d'auto-coaching pour réussir et anticiper à bien vivre soit une prise de fonction, soit des nouvelles responsabilités. Et c'est bien évidemment tout le talent du livre, qu'il soit utile à tous, même quand ce n'est pas la première fois, par exemple, qu'on anime une réunion ou que l'on passe à un entretien d'évaluation. À titre d'exemple, par exemple, et on aura l'occasion, je suis sûre, de revenir dessus, on pourra tous et toutes utiliser régulièrement la TDA, qui est l'acronyme de totalement différent des autres. Je suis sûre que Sophie se fera le plaisir de nous expliquer ce que c'est. C'est vraiment une checklist à se créer pour mettre l'accent sur les compétences et sur les atouts de son propre profil, de savoir qui on est soi-même. Et c'est vrai que définir sa singularité, anticiper, préparer chaque étape de sa vie professionnelle, c'est un véritable accompagnement sur mesure que nous propose Sophie dans ce dernier ouvrage. Et donc, je vous laisse toutes les deux présenter Herminie, chargée de communication chez ESF Sciences Humaines, et Sophie Mufang, comment nous préparer pour jouer tous notre coup d'avance qui fait notre différence. Très bonne soirée à tous et n'hésitez pas à intervenir et à poser toutes vos questions à l'autrice. Merci beaucoup Sophie de nous consacrer ce temps ce soir. Merci pour cette introduction, Sophie. Merci. Et merci Herminie pour l'organisation de cet événement également. Merci Sophie. Donc justement, pour démarrer, rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas ce soir, vous pourriez rapidement vous présenter et nous expliquer un petit peu pourquoi ce livre et à qui est-ce qu'il s'adresse, votre démarche? Oui, tout à fait. Déjà, pour me présenter, ça fait depuis une douzaine d'années, executive coach. C'est-à-dire que j'accompagne des cadres et des managers et des dirigeants dans les entreprises pour leur permettre finalement de gravir une marche supplémentaire dans leur carrière et de façon sécurisée. Donc, je leur offre un espace de réflexion, un espace
de prise de hauteur qui leur permet justement à la fois de mieux se connaître, à la fois d'observer différemment, de changer de point de vue, etc. Et tout ça, ça leur donne de la force qui leur permet de mieux réussir leur projet de carrière. Et alors, ma spécialité de coach, c'est l'empowerment. Et pourquoi l'empowerment? Parce qu'il se trouve que j'ai vécu 8 ans à New York et que là-bas, il y a quand même cette dimension de rêve américain qui existe. Et le rêve américain, il est imbibé, finalement, infusé dans toutes les phases de la société. Et notamment, il est incarné dans le fait que tout est possible. Tout est possible à qui a l'envie et à qui a la volonté d'atteindre des objectifs. Alors moi, ça m'a énormément plu et j'en ai gardé cette coloration d'empowerment, c'est-à-dire de monter en puissance des personnes, des individus, des talents. Et c'est ce à quoi je m'attelle, moi, en tant que coach. C'est vraiment ma mission de coach. Alors, parallèlement à ces activités de coach, j'écris des ouvrages de développement professionnel parce que je suis fondamentalement, je m'inscris fondamentalement dans la transmission, dans la passation. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Un coaching, quand c'est payé par une boîte, c'est sympathique. Quand il faut se l'offrir soi-même, c'est parfois compliqué. Et donc, cette passation, cette transmission à laquelle je tiens, ça permet de mettre finalement le coaching à la portée de tous et de toutes celles qui ont envie de réussir à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle, de réussir leur carrière. Et derrière ce mot réussite, qu'il y a aussi là dans le titre 100 outils pour réussir dans votre job, il y a une nuance que je veux faire, c'est que la réussite, c'est quelque chose qui est individuel. C'est-à-dire que c'est à chacun d'entre vous de déterminer ce en quoi consiste la réussite pour vous. Il n'y a pas une réussite unique qui est la puissance, qui est le pouvoir, qui est l'argent. Chacun à sa mesure, en fonction de son éducation, de sa culture, de ses besoins, de sa personnalité, vous allez avoir votre propre cocktail de réussite à réaliser. Et en tant qu'auteur, moi, ce que je souhaite, c'est vous accompagner justement dans cette réflexion pour vous outiller au mieux et vous permettre de réussir. Alors, j'ai consacré deux ouvrages précédents à l'empowerment des femmes, auquel je suis attachée. Et celui-ci, il est davantage tourné vers l'inclusion, c'est-à-dire la réussite des hommes et des femmes à travers cet aspect particulier que vous évoquiez, Sophie, à savoir l'anticipation. Ce dont je m'aperçois avec mes clients, c'est qu'ils sont pris, évidemment, comme beaucoup, dans l'urgence du quotidien. Dans l'urgence du quotidien, il y a toujours des urgences qui nous tombent dessus en permanence et on l'a extrêmement vécu là ces derniers temps avec que ce soit la crise du Covid, que ce soit la guerre qui sévit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des urgences qui sont des événements qui nous tombent dessus en permanence et auxquels il faut faire face, il faut répondre. Et cet espace de coaching, il est là pour justement prendre un peu de hauteur, s'extraire de ces urgences et réfléchir différemment. Et alors, dernier aspect, toujours pour me présenter, je suis également formatrice en leadership et en assertivité, et on en parlera tout à l'heure puisque j'ai consacré un certain nombre de titres de chapitres à ces aspects-là. Ce livre, je l'ai écrit vraiment d'abord pour tous, pour toutes les personnes qui sont ambitieuses et qui assument leur ambition professionnelle. Alors, ça peut être des personnes qui sortent d'école, mais ça peut être et qui vivent véritablement les premières fois et qui sont vraiment dans des phases de découverte de l'entreprise. Et puis, ça peut être aussi toutes les personnes qui sont dans une phase d'évolution professionnelle et qui ont une marche à franchir, que ce soit une marche à franchir d'un point de vue managérial, d'un point de vue prise de parole en public. Vous voyez, il y a les 10 étapes qui sont recensées là et qui sont le sommaire du livre.
Ce livre, il est destiné, en définitive, à vous faire prendre conscience des grands enjeux d'une vie professionnelle, à vous les approprier, à les préparer, et puis aussi à vous faire gagner du temps, dans la mesure où je mets à votre disposition à la fois des clés de réussite, et puis à la fois je décode un certain nombre d'éléments propres à l'entreprise qui, vous le savez bien, est pyramidal, obéit à un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément explicitées dans chaque entreprise, et donc c'est important qu'elles soient partagées. Ce que je vous propose, c'est aussi un coaching finalement personnel, dans la mesure où, à travers ces 10 chapitres, eh bien, vous allez à votre rythme. Vous faites finalement du sur-mesure en fonction à la fois de vos besoins, en fonction de vos envies, en fonction du temps que vous pouvez vous accorder à un instant T. Et ce que j'ai cherché à faire, et là où j'ai été soutenue énormément par la maison d'édition et par la graphiste, chercher à faire vraiment un livre très visuel, à la fois didactique, qui soit absolument pas rébarbatif, mais au contraire dans lequel on puisse piocher aisément, on puisse se promener quelque part, pour que le regard soit happé par une fois un schéma, une fois un tableau, une fois un acronyme. C'est Sophie Corot, tout à l'heure, vous disiez que vous parliez du TDA, le totalement différent des autres. En tant que coach et en tant que formatrice, j'aime recourir, par exemple, à des acronymes, tout simplement pour marquer les esprits, pour bien imprimer l'imagination. Et au lieu de parler de singularité, quand je parle de totalement différent des autres, les personnes que j'accompagne comprennent bien qu'il y a cette notion d'unicité qui est essentielle et qui est clé, et que les faiblesses en font partie. Les envies de développement en font partie, les réussites en font partie, les apprentissages aussi. Et en fait, ce qui va permettre de définir son totalement différent des autres, eh bien, c'est tout un patchwork de sa personnalité et que je cherche à mettre en avant avec vous. Donc, j'ai un certain nombre d'acronymes comme ça, merci pour faire une demande, ou accès pour avoir plus d'impact sur les autres. Enfin bref, des acronymes qui font sens par rapport à la notion que je cherche à faire passer auprès de vous. Et puis, là encore, pourquoi ce livre? Moi, j'ai cherché beaucoup à désamorcer un certain nombre de peurs. En tant qu'être humain, on n'aime pas vraiment le changement. À la fois, on a envie de changer, mais à la fois, ça nous fait peur, on est réticent. Donc, je pense qu'il est essentiel de l'apprivoiser. Et pour apprivoiser ce changement, eh bien, le coaching, c'est un levier extraordinaire et formidable. Dans ce livre, 100 outils pour réussir dans votre job, ce que j'ai cherché à mettre en œuvre, c'est vraiment la méthode de coaching sur laquelle je m'appuie au quotidien avec mes clients. À savoir qu'il y a 3 étapes qui sont fondatrices. Et ces 3 étapes, elles passent par la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est un déclic qui s'opère. Un déclic qui s'opère par à la fois des éléments chiffrés, à la fois par une anecdote. Moi, ce que j'ai voulu, c'est vous provoquer un peu dans ce livre et prendre le contre-pied, finalement, de ce qu'il faut faire. Et j'ai commencé donc les rubriques de ces chapitres par « Pour échouer à coup sûr, c'est par ici ». Et en faisant ça, pour échouer à coup sûr, c'est par ici, ce que j'ai cherché à faire, c'est à attirer véritablement votre attention sur un certain nombre de pratiques que potentiellement vous faites ou que vous avez déjà vu faire autour de vous et qui sont finalement à éviter. De telle sorte que votre attention, votre cerveau est orienté finalement sur une attente. Une attente de « ok, ça, il ne faut pas le faire, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et du coup, je vous donne un certain nombre de clés pour votre empowerment, c'est-à-dire pour votre montée en puissance. Et cette montée en puissance, elle passe par un certain nombre d'outils
que je partage avec vous, un certain nombre de retours d'expérience. Et dans ce livre, vous trouverez des témoignages de personnes qui ont de très belles situations et qui ont surtout un talent spécifique dans un domaine que j'ai identifié. Alors, ça peut être un talent de prise de parole en public, ça peut être un talent pour créer du lien, ça peut être un talent de leader et d'inspiration en tant que leader, un talent managérial. Et ces personnes, je les ai sollicitées et elles donnent justement des bonnes pratiques qu'elles sont prêtes à partager avec vous. Et ces témoignages font partie aussi de l'empowerment que je partage avec vous. Donc, il y a des fiches pratiques, il y a des modes d'emploi, des études de cas. J'ai essayé de varier le plus possible ce que je partage avec vous afin que chacun, vous puissiez vraiment puiser ce qui vous parle et ce dont vous avez besoin. Parce qu'en coaching, c'est ça. Il y a un mot d'ordre qui est essentiel, c'est que vous ne pouvez pas changer les autres. Mon manager ne me comprend pas, je vais le changer. Non, vous ne pourrez pas changer les autres. La seule chose que vous puissiez changer, c'est à la fois vos pensées, qui peuvent être limitantes, auto-limitantes ou limitées, et puis à la fois un certain nombre de comportements que vous allez pouvoir développer, étoffer. Il s'agit d'élargir votre palette. Donc tout ça, ça fait partie de votre empowerment. Mais un coaching ne serait pas complet s'il ne passait pas également par une mise en action. Et donc, chaque chapitre se termine par justement une mise en action et par aussi un certain nombre de rubriques qui s'appellent « Challengez-vous ». Challengez-vous, c'est-à-dire donnez-vous à vous-même un défi. Et justement, Sophie, pardon, allez-y, je vous en prie. Et ce défi, ça va être un objectif que vous vous fixez et un objectif qui reste accessible, parce qu'il ne s'agit pas de viser directement l'ascension de l'Everest, mais il s'agit de fixer des objectifs pour peu à peu monter en confiance et monter en compétence. Et avant de terminer, ce que je souhaite absolument, le message que je souhaite vous faire passer ce soir-là pour cette webconférence, c'est que là, je me suis présentée, j'ai présenté le livre, etc. longuement. Ce que je souhaite absolument, c'est qu'on échange. Donc, posez vos questions, faites part de vos interrogations, faites part de vos témoignages. Moi, je suis là pour répondre justement aux questions que vous pouvez vous poser par rapport notamment à ce livre ou à des questions peut-être un peu plus vastes qui vous sont propres. Merci Sophie pour cette présentation déjà bien complète. Et moi, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet en suivant un petit peu l'ordre de chapitrage que vous avez donc donné dans cet ouvrage. En quoi le premier jour, souvent c'est ce qui fait un peu le plus peur justement, est-il si important? Qu'est-ce qui se joue ce jour-là? Parce qu'au final, c'est qu'une journée, il y a toute la suite après. Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel ce jour-là? Eh bien, c'est une première fois. Et c'est une première fois, comme son nom l'indique, qu'on ne fait pas une deuxième fois. Ça veut dire tout simplement que ce premier jour, à la fois, il inquiète, en partie. On est partagé entre l'excitation de la découverte, d'un nouvel environnement, de nouveaux collègues et puis d'un nouveau métier. Et puis aussi une forme d'inquiétude parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'on va trouver. De temps en temps, on se fait des projections et puis on se demande s'il va y avoir adéquation entre ces projections et la réalité. Et ce premier jour, c'est une opportunité extraordinaire pour tous. Que ce soit le premier jour de sa vie en entreprise ou le premier jour à un nouveau poste ou dans une nouvelle entreprise alors qu'on a déjà de l'expérience, c'est une opportunité formidable dans la mesure où vous montrez qui vous êtes. Et moi, mon message, c'est vraiment que vous avez la main pour faire en sorte que la première impression que vous allez donner, vous puissiez la choisir. Et donc, la préparation de ce premier jour, elle est dédiée aussi à ça, à faire valoir
un état d'esprit dans lequel vous arrivez. Il est essentiel que vous soyez à la fois dans l'ouverture, à la fois dans la curiosité, et que vous ne soyez pas trop inhibé par une espèce d'inquiétude ou de peur. Et c'est la raison pour laquelle ce premier jour se prépare et ce premier jour s'anticipe. Alors, il se trouve que je peux partager avec vous l'exemple d'un coaché que j'ai eu il y a pas que j'ai eu assez récemment et qui évoluait en interne. Une de ses problématiques, c'était l'évolution en interne, c'est formidable, sauf que du coup, il allait encadrer notamment un certain nombre de collègues qui convoitaient potentiellement le poste également. Et donc, il y avait une véritable interrogation, ou en tout cas un point de vigilance, parce que la personne en question était bien consciente qu'il fallait opérer une mue, à la fois en termes de posture, à la fois en termes de message. Il y avait des enjeux qui étaient importants, se dégager de l'opérationnel, et puis montrer aussi que finalement, maintenant, il y avait une position nouvelle en termes de management qui était prise. Et donc, la préparation permet de trouver la juste posture et de travailler en amont le message à faire passer pour justement à la fois rassurer les collègues et à la fois être rassuré soi-même. Alors, c'est vrai que par rapport à ces premiers jours, par rapport à ces premières fois, il n'y a pas de recette unique. Chaque fois, ça dépend du contexte, ça dépend de la personnalité, ça dépend des envies. Mais en tout cas, ce chapitre de la première fois, il est là pour favoriser la réflexion, pour donner des outils, afin que chacun vraiment trouve la solution qui lui convient. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Merci Sophie. On a déjà quelques questions. Il y a Yasmine qui vous demande ce que vous voulez dire par empowerment. C'est vrai qu'il est peut-être nécessaire de repréciser pour tout le monde la signification. Tout à fait. Alors, dans empowerment, il y a power, c'est-à-dire puissance. Et moi, je le traduis ainsi, la montée en puissance. C'est-à-dire donner la pleine mesure de qui on est. Et donc, c'est ça. C'est dans le développement professionnel, dans la révélation la plus profonde des pépites qui sont en nous. La montée en puissance de ses talents, de ses ressources. C'est ça, l'empowerment. Et c'est ce que j'y mets derrière. D'accord. Une autre question d'une autre Sophie, on a beaucoup de Sophie ce soir, qui me pose une question là sur le livre. Est-ce qu'il ne s'attache qu'au milieu de l'entreprise? Alors, oui. Il s'attache au milieu de l'entreprise. C'est vrai que moi, je suis coach, je travaille avec des entreprises et donc mon expérience, elle est là-dedans. Je ne suis pas un coach personnel et chaque fois, les problématiques de mes clients sont orientées sur des problématiques d'entreprise, que ce soit du leadership, du management, un changement de posture, une prise de poste, c'est ça. Ça n'empêche pas qu'au détour d'un coaching professionnel, on fasse évidemment des incursions dans le personnel, parce qu'en définitive, on est une seule et même personne. Et donc, pour qu'il y ait un pacte, il est important qu'il y ait cohérence. Sinon, il y a une forme de mal-être qui s'installe. Et ce que je cherche à faire avec mes clients, c'est qu'il y ait au contraire à la fois un épanouissement qui permet de donner la pleine mesure de ce qu'on est. On a une autre question aussi à propos en retour sur le premier jour. Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets d'outils, de conseils pour un premier jour en entreprise? Alors, à la fois dans ce chapitre, je propose des exemples hyper concrets, à savoir une préparation, j'allais dire, quasi matérielle de ce premier jour. Donc, préparer ses affaires, préparer son trajet, etc. Et puis, à la fois, il y a des éléments qui sont essentiels également
et qui sont d'une autre nature, c'est préparer ce qui s'appelle le pitch. Le pitch, c'est-à-dire quelques mots qui vous permettent de vous introduire. Et ça, c'est vraiment important. Il s'agit de faire une phrase, 2 phrases, 3 phrases, mais qui indiquent à la fois qui vous êtes, ce que vous venez faire, et puis qui permettent de commencer déjà à interagir avec un certain nombre de personnes. Donc, la préparation du pitch, là encore, c'est un outil clé que vous avez à mettre dans votre besace pour ce premier jour. D'autres exemples, je propose beaucoup. En tant que coach, ça fait partie des ficelles du métier, si vous voulez, d'observer. Donc, il y a un grand rôle que vous avez à accomplir dans cette observation pour justement commencer à décoder l'environnement dans lequel vous arrivez. Poser des questions, faire preuve de curiosité, tout ça, ce sont des outils et des comportements qui sont importants et qui vont montrer justement à la fois votre envie de vous intégrer et puis votre envie de comprendre l'écosystème dans lequel vous arrivez. Voilà, Sophie, quelques exemples d'outils pour ce fameux premier jour. Merci. Et à propos, vous consacrez un chapitre à l'entretien d'évaluation annuel. Donc, vous préconisez de l'anticiper, et c'est vrai que ça, en général, on n'y pense pas. Souvent, on y arrive un peu les mains dans les poches. Pourquoi, pour vous, c'est nécessaire de le préparer? Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'anticiper? Oui, alors, en fait, un entretien d'évaluation annuelle, c'est une opportunité extraordinaire et de dialoguer, de faire valoir ses envies et puis de faire un bilan de ses réalisations. Et alors, trop peu de personnes y attachent de l'importance. Soit parce que il arrive aussi parfois que des managers proposent ça à la va-vite, on file un papier et puis tiens, on prend 2 minutes entre 2 portes pour en parler. Et du coup, c'est vrai que l'exercice n'a plus le sens qu'il devrait avoir, soit parce qu'on a de mauvais souvenirs d'entretiens d'évaluation qui ne sont pas forcément super bien passés, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas tellement quoi mettre au menu de cet entretien. Et donc, tout ça fait que on peut avoir 1001 mauvaises raisons, finalement, de n'avoir pas envie de se frotter à l'exercice. Venir les mains dans les poches, comme vous le disiez, Herminie, mal préparé, c'est prendre un risque énorme. C'est accepter, de facto, tout ce qui va être dit par son manager. Et puis alors après, sur le coup, vous acceptez, et puis après, vous êtes déçu, vous êtes frustré, vous êtes parfois démotivé en vous disant « bah oui, mais il a dit ça, je ne suis pas d'accord ». Donc, le fait de préparer en amont cet entretien, c'est un acte fort. Un acte fort qui montre à la fois que vous savez ce que vous avez fait tout au long de l'année, vous connaissiez vos objectifs, mais vous connaissez aussi vos réalisations, des réalisations à la fois en termes quantitatifs, en termes qualitatifs, mais également un certain nombre d'initiatives que vous avez pu prendre qui ne sont pas forcément connues de votre manager, et c'est important et c'est essentiel de les faire valoir. Alors moi, je vais vous donner un exemple d'une de mes coachées, là, qui a eu son évaluation il n'y a pas très longtemps. Et il se trouve qu'elle a pris ses fonctions en plein Covid il y a un peu moins d'1 an. Et donc, entretien d'évaluation avec son manager qui lui dit « Écoute, je te mets 3 sur 5 partout parce qu'en fait, tu es encore en prise de poste, tu viens d'arriver. » Et sur le coup, elle a dit « Oui, bon, d'accord, je comprends. C'est vrai, je ne suis pas encore pleinement opérationnelle. » Bon. Et puis en fait, ça l'a interpellée parce qu'elle s'est énormément investie, notamment dans un champ qui était évalué, qui était Leading Business and Transformation. Et là, ça l'a fortement affectée, en définitive, parce qu'elle avait
des feedbacks de ses clients qui montraient que justement, elle avait fait vraiment énormément d'investissements qui s'étaient vus. Alors, il y a deux possibilités. Soit elle n'a pas préparé son entretien et effectivement, elle prend les choses telles quelles et elle dit bon, ok, d'accord. Et puis elle sort, elle est mécontente, un peu frustrée, un petit peu démotivée. Soit, et c'était une chance, elle avait préparé cet entretien et elle s'était dit oui, moi, grosso modo, je vais être d'accord avec mon manager, certainement. Je me suis fait déjà en amont mon auto-évaluation. Par contre, j'ai mis des efforts clés sur tel et tel aspect et là, je ne lâcherai pas. Et du coup, elle avait des éléments, elle avait des arguments aussi qui lui permettaient d'étayer toutes les réalisations qu'elle avait faites. Si bien que cet entretien d'évaluation, il est là justement pour, c'est pas un bras de fer, mais il est là pour faire circuler des informations. Il est là pour montrer des difficultés qu'on a pu rencontrer, mais comment surtout on les a surmontées, comment on les a transformées. Et à force de dialogue, à force d'échange, on arrive à rétablir finalement une vérité et à se mettre d'accord sur de nouveaux objectifs, une évaluation, etc. Donc cet entretien, vraiment, il est clé. Donc à la fois pour l'année écoulée et puis à la fois et surtout pour les années à venir, puisque il se fait vraiment en deux temps. Moi, j'aime bien prendre l'image de l'entonnoir, à la fois un mouvement de fermeture qui permet de faire le bilan de ce qui s'est passé, puis à la fois un mouvement d'ouverture qui permet justement d'aller vers l'avenir et de se dire, tiens, moi, je me projette à l'horizon 1 an, 3 ans, j'aimerais être là. Comment tu peux m'accompagner comment vous pouvez m'accompagner dans cette démarche. Alors, ça peut être un accompagnement managérial avec des réunions régulières pour justement trouver des points d'étape et faire des bilans, mais ça peut être un accompagnement aussi en formation, ça peut être une exposition supplémentaire en réunion. Il y a pas mal de possibilités qui peuvent émerger justement de ces entretiens d'évaluation qui sont absolument clés. Merci. Justement, du coup, on parlait donc du manager. Donc en se mettant à l'autre place, quels sont les principaux enjeux du management quand on arrive et qu'on devient manager? À quoi faut-il penser essentiellement? Alors, je m'appuie sur un certain nombre de statistiques qui montrent que finalement, il y a pas mal de personnes, il y a plus de la moitié, plus de 60% des personnes qui sont propulsées managers, quand bien même elles ne le désirent pas forcément. Et donc, ça veut dire qu'on devient parfois manager, à la fois sans le vouloir, mais sans avoir les clés pour le devenir et sans y être véritablement préparé. Or, être manager, finalement, c'est quelque chose qui, comme vous le disiez, a pas mal d'enjeux. Hein. À chaque fois, le fait de manager une équipe, c'est une double responsabilité. C'est la responsabilité à la fois de mener à bien un certain nombre d'objectifs de façon collective, et à la fois de développer individuellement et de pousser individuellement le plus loin possible chacun des membres de son équipe. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'aller-retour entre soi et ses collaborateurs. Et c'est la raison pour laquelle j'y consacre un chapitre dans la mesure où devenir manager, finalement, ça ne s'improvise pas. On fait de plus en plus aujourd'hui du management par objectif et par résultat. Et c'est vrai que pour manager de façon efficiente, ce qui va compter énormément, c'est d'avoir une parole, d'être dans une forme, d'être dans la transparence. Plus vous allez être explicite, plus vous allez être clair, plus l'information va circuler et va être partagée, plus ça va être facile de donner du sens à vos équipes et de les embarquer. Et puis, il y a une autre dimension managériale qui est très importante, c'est le fait que, je vous parlais à la fois du collectif et de l'individu.
En tant que manager, ça fait partie de votre rôle que d'être capable de vous adapter aux besoins de chacun de vos collaborateurs. C'est-à-dire vous adapter à son appétence, vous adapter à son rythme, vous adapter à sa capacité de travail, vous adapter à son degré d'autonomie. Et tout ça, c'est quelque chose qui est important, qui ne s'improvise pas, qui s'apprend et pour lesquels je vous donne un certain nombre de clés dans cet ouvrage-là. Et toujours donc sur le manager, moi ça m'avait marqué dans le livre, vous décrivez un peu la posture presque idéale du manager coach. Comment est-ce qu'on le devient? Est-ce que tout le monde peut le devenir? Il y a des efforts à fournir ou est-ce qu'il faut avoir une personnalité un peu particulière? Alors, je donnerais quand même une formule à nouveau américaine, no pain, no gain. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sciences infuses. Alors, il peut y avoir des prédispositions, effectivement, mais manager coach, on peut tous le devenir à notre niveau. Il y a quand même, alors c'est une expression qu'on emploie énormément aujourd'hui et moi je donnais un certain nombre de précautions par rapport à ça, précautions de langage en tout cas, parce que un manager coach, c'est pas un coach. Un coach professionnel, c'est une personne qui a une formation spécifique pour cela, qui est diplômée et qui ne fait que ça. Quand on parle de manager coach, il y a malgré tout un lien hiérarchique entre le manager et le collaborateur, ce que le coach n'a pas. Et c'est une des forces du coach, d'ailleurs, que de ne pas avoir de lien hiérarchique, si bien qu'il y a une parole qui est libérée. Hein, la personne peut être véritablement elle-même. Alors, ces précautions étant dites, être manager coach, c'est vraiment être dans cette dimension de permettre à son collaborateur de donner, là encore, le meilleur de lui-même. Et à ce moment-là, le manager coach recourt à un certain nombre d'outils de coaching pour lesquels il a été formé. Et je vous cite quelques-uns de ces outils de coaching parce qu'ils sont extraordinairement puissants et efficaces. Ça peut être le recours au feedback. On a tendance, en France notamment, de ne pas suffisamment recourir au feedback, c'est-à-dire à faire des retours sur une situation qu'on a observée. Or, ces feedbacks sont extrêmement importants. Et encore, quand on en fait, on a tendance en France, là encore, de faire plutôt des feedbacks négatifs, voire un peu inefficaces. Ta présentation était super, bon, ça c'est un feedback positif, mais qui ne sert pas forcément beaucoup au collaborateur qui le reçoit, dans la mesure où il ne sait pas sur quoi s'appuyer. Prendre le temps pour un manager coach de faire un feedback constructif, ça va dire j'ai apprécié ta présentation. Tu vois, les slides étaient clairs. Tu as donné la parole à chaque participant. Tu as répondu aux questions. Il s'agit d'étayer véritablement, à l'aide d'éléments factuels, ce qui a séduit finalement le manager en question, parce que au moins ça donne des points d'appui, des socles sur lesquels le collaborateur peut s'appuyer pour, la fois d'après, développer d'autres compétences ou développer davantage celles-ci. Donc, être manager coach, c'est véritablement une posture qui permet de réaliser, là encore, une forme de sur-mesure avec chacun de ses collaborateurs en étant à la fois dans l'écoute et dans les retours. C'est-à-dire en laissant un espace à l'autre. Parce que le manager et le collaborateur co-construisent ensemble, quelque part, la façon d'arriver ensemble aux objectifs qui font partie de la job description.
Et autre sujet important que vous abordez, vous y consacrez aussi un chapitre, c'est la prise de parole en public. Il y a beaucoup de livres qui traitent déjà, du sujet, mais qui ont plutôt tendance généralement à nous dire, une liste de ce qu'il ne faut pas faire. Mais globalement pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Quand on prend la parole en public, pour la première fois dans son entreprise ou même quand on a l'habitude, mais qu'on veut un peu changer, nos habitudes? Alors, je me suis pas mal intéressée à la prise de parole en public, ça fait déjà une quinzaine d'années et c'est vrai que je cherchais des ouvrages pour m'aider et je cherchais des environnements aussi pour essayer et c'était pas j'ai eu quand même, pas mal de difficultés à en trouver. C'est la raison pour laquelle, j'ai cherché, évidemment à indiquer aussi des défauts à éviter, mais surtout à donner des bonnes pratiques. Et alors pourquoi c'est important d'indiquer plutôt ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire? C'est que le cerveau est câblé de telle façon qu'il a vraiment du mal à intégrer les négations. Et souvent, l'exemple auquel je recours, c'est si je vous dis là à tous, autant que vous êtes, ne pensez pas à votre boss, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'image mentale qui se crée? C'est celle de votre boss. Oui, pour Et ça, donc, et donc, ça peut être relativement contre-productif de dire ce qu'il ne faut pas faire. Le cerveau, vraiment, a plus de facilité à se concentrer sur du positif et sur des outils. Alors, il se trouve que, il n'y a pas longtemps, j'accompagnais un client qui avait la pensée suivante et me disait: bon, moi, de toute façon, je suis vraiment nulle en prise de parole en public, je ne sais pas faire. Et puis, de toute façon, il y a ceux qui savent parler en public, et puis il y a les autres. Et puis, malheureusement, moi, je fais partie du deuxième univers et j'y arriverai jamais. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de faire en sorte que cette pensée limitante se transforme. Et tous, autant que vous êtes, tous autant que nous sommes, eh bien, on est capable de développer un certain nombre de ces aptitudes. Et ce que j'aime notamment citer, c'est l'exemple de Steve Jobs, qui est quand même le maître en termes, qui est resté le maître des présentations quand il lançait ses iPhones, etc. Toutes ces présentations étaient véritablement minutées, préparées au cordeau. Il y avait des répétitions, des heures de répétition derrière. C'est-à-dire que tous les grands maîtres des prises de parole en public, qui donnent l'impression que c'est facile, sont passés eux aussi par des étapes d'apprentissage, par des étapes de préparation, par des étapes de répétition. Et donc ça, c'est absolument clé et absolument essentiel. Alors pour donner un ou deux exemples concrets, puisque je vous disais, je ne dis pas ce qu'il ne faut pas faire, mais plutôt ce qu'il faut faire, il y a un ou deux éléments que je vais partager avec vous. Un des premiers éléments qui est complexe quand on prend la parole en public, c'est d'accepter sa voix. La première fois qu'on s'entend ou la première fois qu'on se voit, en général, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout. Et ça ne nous met pas nécessairement en confiance. Bon, il y a une forme d'habituation à faire. Pour cela, vous pouvez très bien vous enregistrer. Et puis, vous enregistrer sur des tempos différents, en utilisant des modulations de voix différentes, pour voir sur vous ce que vous acceptez le plus ou ce que vous acceptez le mieux. Et ça, c'est un exercice qui est assez intéressant, qui est difficile à faire, dans la mesure où la première fois, notamment, on n'aime pas, mais qui est assez intéressant et qui fait progresser rapidement. Et puis, juste un autre outil, moi, que je trouve intéressant et qu'il y a un lecteur, justement, qui m'a fait ce retour, puisque c'est un cadre dirigeant qui est dans la finance et qui devait intervenir devant un panel de financiers de son entreprise, il est dans une des boîtes du CAC 40, et qui me disait, tiens, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué dans ce chapitre. C'est à la fois le poids ou le rôle du silence,
puisque je partage dans ce chapitre une anecdote de Churchill qui utilisait le silence et dont le silence fait basculer finalement le cours de l'histoire. Donc, le silence qui vraiment a un rôle intéressant et qui permet, adapté à des moments ciblés, de faire en sorte que son auditoire enregistre l'information, processe l'information et réfléchisse au message qui a été véhiculé. Et puis le deuxième élément qui a interpellé cette personne, c'est le regard, à savoir que la voix porte là où le regard se pose. C'est-à-dire que plus vous avez une salle étendue, grande, votre voix, vous allez le voir, c'est automatique. Plus vous regardez loin et plus vous avez tendance à augmenter spontanément, naturellement, le niveau sonore de votre voix. Donc ça, ce sont 2 exemples qui ont marqué les esprits, je l'ai dit, d'un lecteur qui m'en a fait le retour. Et toujours dans cette partie sur la prise de parole en public, vous évoquez l'assertivité, vous nous en avez parlé donc au tout début. De quoi il s'agit? Est-ce que vous pourriez un petit peu développer cette notion? Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que, à compétences égales, à expérience égale, pourquoi on va choisir un collaborateur plutôt qu'un autre? Eh bien, c'est pour tout ce qu'on appelle, alors en anglais, ça va être les soft skills, et en français, il y a un certain nombre de boîtes qui appellent ça les CPR, les compétences professionnelles relationnelles, c'est-à-dire la façon d'interagir avec l'autre et la façon d'embarquer les autres. Et l'assertivité, c'est vraiment au cœur finalement de ces compétences professionnelles relationnelles. L'assertivité, c'est une des 3 réactions qui existent dans toutes les interactions humaines. Il y a 3 réactions qui existent et l'assertivité, c'est la seule qui soit positive, qui permette d'interagir au bon niveau avec les autres, en respectant sa propre parole à soi, sa propre confiance, ses propres convictions, et en respectant aussi la parole, les besoins, les convictions des autres. Donc, c'est véritablement un niveau d'interaction et de réaction quand on est dans la communication avec ses collaborateurs. Et alors, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la mesure où, quand on est en confiance par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on dit, eh bien, on est nécessairement plus impactant, nécessairement plus convaincant. Et donc, cette assertivité, c'est un point absolument clé qui fait partie non seulement de la prise de parole en public, mais également de la dimension managériale ou de votre leadership quand vous progressez justement dans la pyramide de l'entreprise. Et donc toujours dans l'entreprise, quand on veut préparer son évolution professionnelle, on a envie de monter dans l'entreprise. À partir de quand est-ce qu'on doit préparer ça en fait? On vient d'arriver, on se projette, mais quel est le bon moment pour se lancer? Alors, selon moi, il y a évidemment différents types de personnes et puis il y a aussi des moments dans la vie qui font qu'on a plus ou moins de facilité ou d'envie de se projeter. Ceci dit, penser à son évolution professionnelle de façon régulière, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Hein, on est sur Terre dans une dimension d'apprentissage, dans une dimension de développement permanent et c'est bien de se projeter. En se projetant, on arrive justement à se fixer un certain nombre d'objectifs. Et se fixer des objectifs, ça donne justement un but qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas. Mais en tout cas, c'est aussi mettre en face un certain nombre de moyens pour y arriver. Et ce que j'aime, moi, en coaching, c'est, avec mes clients, de se dire que, tiens, on a cette obligation de mettre en place des moyens
de mettre en place des ressources pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Après, on y arrive pas. Tout ne dépend pas, tout n'est pas forcément à notre main et ne dépend pas forcément de nous. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il est essentiel de faire des bilans réguliers. Tout à l'heure, on parlait de l'entretien d'évaluation. Le préparer, c'est justement aussi se donner la possibilité de mettre en perspective sa carrière, son évolution professionnelle. Ce qui est important aussi, c'est finalement de s'accorder ce temps de réflexion pour se dire, tiens, ça y est, moi, je crois que ça y est, c'est le bon moment, j'ai envie d'évoluer professionnellement, j'ai fait le tour de mon job, ou alors je ressens un peu d'ennui, ou alors j'ai envie d'un nouveau challenge, ou ça y est, j'ai découvert cet aspect métier opérationnel, j'ai envie maintenant de faire davantage du fonctionnel. Aujourd'hui, tout est possible. C'est en fonction de la curiosité, des envies de chacun. Il n'y a pas de rythme régulier pour se dire je dois évoluer professionnellement ou penser à mon évolution professionnelle tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Chacun va avoir son rythme. Il y a quand même des cycles d'évolution et souvent, les personnes qui ont envie de réussir et qui ont une ambition affichée vont évoluer entre 3 à 5 ans. Parce que la première année, on a besoin de trouver ses marques. La deuxième année, on est beaucoup plus opérationnel. La troisième année, certains commencent à sentir une forme de routine. Et c'est à ce moment-là que l'évolution professionnelle peut se poser et que vous pouvez commencer à y réfléchir et à préparer cet aspect. Et c'est vrai que dans le livre que j'ai écrit, il y a 2 chapitres en définitive qui sont consacrés à cette évolution professionnelle. Le premier, c'est il y a 2 types d'évolution professionnelle. On peut évoluer en interne, à l'intérieur d'une entreprise. Et quand on a envie d'évoluer, ce qui est intéressant, c'est savoir comment on peut se positionner et comment on peut faire savoir justement qu'on a l'intention, qu'on a envie de contribuer différemment à des niveaux de responsabilité supérieurs au sein de l'entreprise. Et puis, il y a l'évolution professionnelle qui peut se faire en externe. Et à ce moment-là, vous avez une autre démarche à réaliser puisque vous avez une forme de benchmark à faire sur l'état du marché, voir quelles sont les entreprises dont vous êtes le plus proche en termes de valeur, quels sont les secteurs qui vous font vibrer, etc. Donc, en fonction de là où vous en êtes et de vos envies, il y a 2 façons finalement d'arriver à évoluer professionnellement. Merci Sophie. Je voulais revenir aussi avec vous sur la question, il y a un chapitre qui s'intitule, hop, je vais aller réafficher, qui est 180 jours pour réussir dans votre prise de poste. Pourquoi 180 jours? Souvent, on nous parle plutôt de 100 jours, donc vous pratiquement le double. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce chapitre? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'habituellement, on parle de 100 jours de prise de poste. Et c'est vrai que ces 100 jours, ils sont clés. Sauf qu'en 100 jours, on ne peut pas tout faire. Et quand on parle de 100 jours, en fait, il s'agit de 100 jours pour observer, pour prendre ses marques, pour commencer à décoder son environnement, pour se faire connaître auprès de ses équipes. Ceci dit, ça ne suffit pas. Et j'aime justement permettre aux personnes que j'accompagne de se dire, de se donner l'autorisation finalement, de se dire qu'en 100 jours, c'est normal qu'on ne puisse pas tout faire. Et en définitive, dès lors qu'on veut arriver à influencer, à commencer à réfléchir, à mettre en place une vision, à développer une stratégie,
on a besoin de davantage de temps. Et de là vient les 180 jours justement pour réussir sa prise de fonction. Et dans ces 180 jours, ce qui est essentiel aussi pour embarquer son équipe et pour montrer que on a de l'impact et qu'on est engagé vis-à-vis de ses responsabilités et de son métier. Ce qui est important, justement, c'est de faire aussi des actions symboliques qui passent par des petites victoires et des petites victoires qui permettent de fédérer ses collaborateurs, de commencer à créer un sentiment d'équipe et un sentiment d'appartenance. Donc ces 180 jours, ils sont là pour justement commencer à impulser. On a fait le tour, on voit comment fonctionne l'organisation, comment fonctionne l'écosystème, on voit qui influence, on commence à comprendre qui décide. Et à partir de là, eh bien, on imprime sa marque. Et ces 180 jours, c'est le laps de temps nécessaire pour commencer à le faire. Merci Sophie. Et une dernière question avant de terminer. Parmi donc toutes les étapes incontournables, vous terminez justement sur la question du leadership. Comment est-ce qu'on peut développer cette aptitude? Parce que c'est pas du tout inné chez certaines personnes, ou en tout cas on veut bien le croire parfois. Quels sont vos conseils à ce niveau-là? Alors déjà, ce que je trouve hyper important, c'est qu'il n'y a pas un type de leadership, mais il y en a plusieurs. Et ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi-même, hein, d'être l'homme ou la femme leader aligné avec les valeurs qu'on porte, les convictions qu'on a, etc. Ce rôle de leader, il est absolument clé parce que le leader, c'est à la fois celui qui indique la direction, le sens, et puis c'est lui qui fédère les énergies. Et donc, c'est un rôle absolument fondamental et clé. Et au-delà du rôle, c'est même une posture. Pour véritablement créer cet effet de cohésion et cet allant pour obtenir des résultats et pour délivrer, ce que je trouve essentiel, c'est l'envie ou l'enthousiasme. Faire preuve d'enthousiasme, avoir envie pour donner envie, je trouve que c'est absolument clé et absolument fondamental. Quand on est leader, on a aussi un certain nombre de responsabilités. Et ces responsabilités passent par un rôle d'exemplarité. On a besoin, quand on est dans une boîte, d'être capable de se projeter, d'être capable d'être inspiré. Et bien, plus on est leader, plus on a cette tâche que d'être inspirant par les actions que l'on porte, par les mots que l'on dit et par l'attention qu'on a aux autres. Et les leaders qui marquent les esprits, les leaders qui sont inspirants, sont des personnes qui sont inspirées et qui sont profondément attachées à l'humain. Un autre élément qui est attaché au leadership inspirant, c'est le fait d'être explicite. Il y a beaucoup de dysfonctionnements dans les entreprises qui passent par le fait qu'on ne dit pas les choses ou qu'on ne les dit pas assez. Passer de l'implicite à l'explicite, là aussi, c'est aussi une des clés qui fait qu'un leader est inspirant. Merci beaucoup Sophie. Donc je raffiche pour les participants, donc voilà, pour avoir un aperçu du sommaire du livre. Petite dernière question, en fait, je voulais vous demander pourquoi cet ordre? Parce que voilà, les 180 jours arrivent en dernier. Et je crois savoir qu'il y a une raison particulière. Est-ce que vous pourriez rapidement me dire tout ça? Alors, j'ai cherché à faire vraiment un livre progressif. Et donc qui part effectivement du premier jour avec toutes ces étapes qui sont là encore, de mon point de vue, des montées en puissance dans la carrière. L'intérêt ou l'avantage de ce livre, c'est que c'est un livre qu'on butine.
c'est-à-dire qu'il y a une forme d'éternel recommencement. Chaque fois qu'il y a une évolution, on repart dans un premier jour. Chaque fois qu'il y a de nouvelles responsabilités, finalement, les réunions à animer, elles sont de plus en plus importantes. Et donc, vous pouvez vous attarder à développer de nouvelles compétences en fonction de là où vous en êtes resté. Donc, ce que je trouve également hyper important, c'est cette notion d'équilibre de vie. L'équilibre de vie, je le mets à la fin, même si c'est une question que vous avez à vous poser les uns et les autres de façon absolument régulière dans votre parcours professionnel. À chaque fois qu'il y a notamment des changements. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement qui nous est imposé de l'extérieur, comme on a vu avec le Covid, ça peut être un changement familial. Dès qu'il y a changement, dès qu'il y a insatisfaction aussi, dès qu'il y a envie de progresser, d'évoluer, posez-vous cette question d'équilibre de vie, posez-vous-la régulièrement et c'est quelque chose qui va vous permettre à la fois de vous épanouir et à la fois de mieux réussir et d'être plus performant finalement dans votre job et dans votre vie personnelle. Merci beaucoup Sophie. Donc je réaffiche pour terminer l'ouvrage. N'hésitez pas, si vous souhaitez le livre, vous pouvez déjà consulter un extrait et le sommaire. Ils sont en téléchargement sur notre site esf-scienceshumaines.fr. Le lien est dans le chat en premier post. Voilà, si vous voulez aussi suivre les actualités des éditions ESF Sciences Humaines, on organise régulièrement des webinaires avec nos auteurs. Donc n'hésitez pas, pour être tenu au courant, à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook. On est aussi présent sur Instagram ou directement à regarder notre programme de parution sur notre site internet. Merci à tous. Merci beaucoup Sophie d'avoir été présente avec nous ce soir et très bonne soirée. Merci. Peut-être un mot de la fin, si vous me permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Avec ce livre, j'ai un rêve. Alors, mon rêve, je le partage avec vous, c'est que ce livre soit offert à tous les nouveaux collaborateurs en entreprise, parce que je trouve que c'est un kit de développement professionnel et un kit aussi de montée en puissance qui est absolument essentiel. Et que ce livre soit également offert à tous ceux qui évoluent en interne pour justement franchir une marche professionnelle de façon avec plus d'aisance et de façon plus sécurisée. Alors, mon call to action, c'est offrez ce livre à toutes les personnes à qui vous voulez du bien. Merci pour ces mots de la fin. Et on ne peut qu'approuver, Sophie Couraud et moi-même. Donc, bonne lecture à tous et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.